Beaucoup plus tard, je me suis rendu compte que mon éducation m'avait préparé à toujours aller de l'avant, sans penser que quiconque ou quoi que ce soit pourrait m'empêcher d'atteindre mes objectifs, ou plutôt ceux que mes aînés avaient fixés. Continuer inlassablement à gravir les marches de l'escalier social grâce au savoir, à la connaissance. Sur ce chemin, aucun obstacle ne pouvait être insurmontable. Bonsoir les Itata, ravie de vous retrouver pour une nouvelle découverte littéraire. Ce soir, mon invitée est une autrice et une ancienne journaliste. Elle a passé sa vie à donner la parole aux autres et aujourd'hui, elle a décidé de raconter son histoire dans un récit autobiographique qui est à la fois précis et extrêmement touchant. Bonsoir Marie-Claude Céleste Bonsoir, et merci d'être avec nous sur le plateau d'Au Gré des Pages. merci de m'avoir invité. Alors, j'aimerais commencer cette émission d'une façon un peu particulière, j'avoue, en vous remerciant pour tout le travail que vous avez fait dans le paysage audiovisuel antillais, parce que j'ai grandi avec vos émissions. J'ai grandi avec tout ce que vous avez apporté à la télé locale. En ayant rendez-vous, mes petits rendez-vous avec vous à la télé. Et c'est vrai que voir une femme journaliste qui voyageait, qui revenait, qui allait interviewer les gens, etc. Moi, je pense que ça a un peu prédestiné eh bien, ce plateau, ce qu'on fait aujourd'hui en quelque part. Et pour beaucoup, je suppose aussi de personnes de ma génération. Et voilà, je tenais à vraiment vous remercier pour tout ça. Merci de ces propos très touchants et donc qui me disent que ce que j'ai rempli une partie de ma mission en tout cas, qui est de transmettre aux autres ma passion pour un métier, ma passion pour des découvertes, ma passion pour des rencontres avec des gens et d'autres cultures. Voilà. Oui, aussi beaucoup. Et c'était très important pour moi de découvrir ça, mais aussi de transmettre. Justement, la transmission. Vous publiez Itinéraire d'une journaliste antillaise aux éditions Jazor, où vous revenez sur les faits marquants de votre vie professionnelle et personnelle, et où on vous suit dans vos aventures, que vous nous décrivez avec beaucoup de précision. Et effectivement, je l'ai dit, une sincérité qui est très touchante. Qu'est-ce qui vous a poussé, après beaucoup d'années, à coucher tout ça sur le papier? Oui, alors c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre. C'est étonnant, mais ça a été comme ça. J'ai eu envie d'écrire que ça reste là pour moi, pour ma famille, vous savez, vous êtes mère de famille et puis que vous partez en reportage, ah, pourquoi tu pars encore et tout. J'ai dit, voilà ce que je faisais. Mmh. Voilà. Et il y a tout ça. Et ça aurait pu être fait avant, j'y ai pensé, mais le besoin de l'écrire, de le garder, de transmettre, de raconter mes expériences, je ne dis pas que je les trouve plus passionnantes que d'autres, mais au moins il y a celle-là. En tout cas, moi, ça m'a passionnée, ce métier m'a passionnée et j'ai voulu le montrer, Le 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 partager le avec d'autres. partager. Voilà, exactement. Vous parlez de transmission et c'est quelque chose de très important dans votre ouvrage, parce que votre parcours, on le connaît peu, en tout cas moi je l'ai découvert avec votre ouvrage. Vous commencez à la BBC, vous enchaînez en étant journaliste à Radio France Internationale, vous parcourez le monde entier. Heu, Qu'est-ce qui vous a marqué au fur et à mesure de toutes ces années de journalisme international finalement? Alors, la passion de la découverte, hein, comme je disais tout à l'heure, d'autres réalités, d'autres peuples, d'autres cultures
Et puis, au fur et à mesure, oui, comme ça me passionnait tellement, j'engrangeais, mais il faut savoir que mon é d'après mon éducation m'avait un peu formatée. Pas forcément pour être journaliste, mais pour ce genre je ne cherchais pas, en ayant choisi le journalisme, je ne voulais pas être riche, ça ne m'intéressait pas du tout. Attention, hein, je suis comme tout le Oui, monde. bien sûr, Quand il y a quelques euros qui tombent, quelques mille, on est si, toujours content. on est toujours, mais c'était pas ça ma motivation. J'avais pas envie non plus d'un titre. Il y a des gens, ils voulaient un titre, ils voulaient être directeur, directrice, je ne sais Une pas. C'est fonction, une fonction, c'était pas ça. Je voulais être journaliste, au sens où je l'ai décrit tout à l'heure. Et il faut se replacer à l'époque, ça fait plusieurs dizaines d'années. À l'époque, être journaliste, c'était écrire. mmh Et moi, j'étais obsédée par l'idée d'avoir mon nom au bas d'un article dans un grand journal. mh. Je ne voulais pas être journaliste, je voulais être une grande journaliste. Et une grande journaliste écrivait. Il y avait son nom qui signait un reportage à l'autre bout du monde. Quand j'ai écrit un article sur le Japon et que j'ai vu mon nom, en tout, oui, j'étais fière. Je n'ai pas, j'ai pas de fausse modestie. J'ai travaillé. Moi, j'ai pas. Pour atteindre cet Ah oui, oui, objectif-là. j'ai travaillé. J'avais pas, comment dire, j'avais pas de piston, rien. J'ai travaillé. Et ça aussi, c'est très important. J'ai voulu qu'on sache que j'ai travaillé. Bon, je partais en reportage et donc, heu, il fallait que je trouve j'étais pigiste, on dit pigiste, Oui, j'étais bien sûr, journaliste c'est ça, hein, indépendante, c'est ça. hein. Au départ, vous êtes journaliste on vous connaît pas, on ne va pas vous ouvrir les colonnes de journal comme ça, il faut que vous prouviez que vous êtes capable de faire. C'est ce que j'ai fait, donc à travers, au gré de tas de péripéties, donc voilà, et ça m'a amené, et puis les hasards de la vie ont fait que, bon, j'ai été un temps spécialiste de l'Afrique. Après, j'étais spécialiste de l'Asie et quand je suis arrivée en Martinique, en fait, je quittais RFI, spécialiste de l'Asie. J'étais au service économique, Mmh j'étais l'adjointe du chef de service et je m'occupais de l'Asie. Pourquoi de l'Asie? Parce que le chef de service nous avait dit à tous les gens De de l'équipe? l'équipe: «Nous devons chacun d'entre nous avoir une zone géographique et un sujet, que nous connaissons bien, c'est nous». Alors moi, j'ai choisi Afrique et matières premières, que ça me passionnait, hein, les matières premières, et le le chef de service, c'était ces 2 domaines réservés. Oh, Oh, mince vous vous alors! mettez pas en compétition avec le chef de service. J'ai dit: «Bon, très bien, je trouverai autre chose». Et là, j'ai pris l'Asie Mmh et les relations commerciales internationales. C'était l'époque des bras de fer entre les États-Unis, le Ah oui, Japon, belle époque, hein, pour ce l'Europe et les sujet-là. États-Unis. Ça m'a passionnée et donc voilà. Et bon, après, quand je suis venue en Martinique, c'était d'autres préoccupations, hein. C'était toujours le journalisme au même niveau, c'était ni plus ni moins, mais c'était, plus axé sur les gens, sur le côté humain. Leur histoire. C'est pour ça que je trouve que avoir fait du journalisme international pendant très longtemps, très, très longtemps, et puis j'aimais, hein, je ne vais pas vous dire que je me sentais frustrée. Moi, j'ai étudié les relations internationales. Donc c'était une continuité C'était une finalement. continuité, voilà. Et quand je suis arrivée je suis revenue aux Antilles, je me suis plus intéressée aux gens. Mmh Sur un sujet, par exemple, actuel, le trafic de drogue. Oui, Alors, moi, j'écrivais et quand et je travaillais RFI et Le Monde diplomatique, j'ai écrit et j'ai enregistré, j'ai fait des émissions sur les courants, la géopolitique finalement du trafic de drogue. Quand je suis venue en Martinique, je me suis intéressée plus au côté humain, aller voir les ravages que ça faisait dans tel ou tel autre pays. Voilà, et déjà, je me souviens, au Venezuela, j'ai été il y a très longtemps et c'était déjà un problème, c'était un déjà pro des ravages que ça provoquait. oui, mais c'était, les responsables, il y en avait peut-être qui étaient dans le narcotrafic, j'en sais rien, je ne me suis pas intéressée à cet aspect-là, mais c'est que les gens s'inquiétaient de le trafic, ils disaient: «Tout ne part pas en Europe».
il y a une partie qui reste au Venezuela. Ce sont les Vénézuéliens qui en pâtissent. Alors bon, voilà, j'ai été Tout en processus, en fait. c'est ça. J'ai été amenée à m'intéresser à l'aspect humain des choses. Voilà, qu'est-ce qui leur arrive? Je me souviens, je suis allée une fois à Porto Rico, je fais un reportage là-dessus, c'était absolument pathétique, hein, dans des drogués qui essayaient de s'en sortir. C'était très, mis Oui, à c'est part le côté terrible. professionnel, c'était bouleversant. Et ça, j'avais pas fait cet aspect-là. Mais donc c'est au fil des ans, ça m'a donné une image relativement, complète, enfin, peut-être pas complète, étendue de ce qui se passait dans le monde et je continue jusqu'à présent à m'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Je comprends pas que nous soyons, qu'il y ait pas que nous n'ayons pas notre mot à dire sur ce qui se passe à côté de chez nous, où il y a des pêcheurs qui se font bombarder, tuer parce qu'on les prend pour des trafiquants de drogue et tout. Ça m'intéresse et je suis tous les jours dedans, je travaille, même si je ne publie pas, je fais D'accord. pour l'instant, mais voilà. Et vous avez abordé le sujet de votre éducation. J'aimerais qu'on s'y arrête parce que c'est un aspect fondateur de votre parcours. Vous avez eu une enfance heureuse dans une famille aisée, à une époque où ce n'était pas si courant, et vous avez été incité par votre entourage familial, votre famille, à être excellente en tout point. Comment est-ce qu'on grandit avec ça? Comment est-ce qu'on évolue avec ça, avec ce background familial au fur et à mesure des années, alors que vous avez commencé à exercer dans les années 70? Quel impact ça a eu sur votre parcours? Je pense que alors je pense que l'essentiel a été de me comment je vais dire ça? Je me suis sentie forte parce que je veux pas avoir l'air de ne pas être modeste, c'est pas ça. Les parents m'ont dit, tout ce ils nous disaient, nous étions 5, hein, frères et sœurs, les parents nous disaient: «Tout ce que vous avez à faire, c'est être premier à l'école». Il y avait pas de discussion possible, il fallait être premier à Pas l'école. de négociation. Ah, il y a pas de négociation, il y a pas moi je me souviens, j'étais en 5e, j'avais toujours les félicitations depuis longtemps et puis là, 2e trimestre, j'avais 13,5 de moyenne quand même, hein, et j'avais des encouragements. Je me suis fait mais gronder, mais de façon comment c'était une infamie. Mmh. Oui, c'était ça. C'était tout ce que vous avez dans la tête. Il fallait être premier en tout. Mmh. Bon, donc ça a développé en moi, 2 choses. Une chose très marrante, c'est que moi, quand j'étais, je sais pas, j'avais 15 ans, j'étais fière oui, j'étais fière d'être première à l'école, mais j'avais, de la sympathie pour les filles qui étaient belles et qui n'étaient pas premières, parce que je me disais: «Les pauvres, elles n'ont rien, j'ai tout, elles n'ont rien». Pour moi, j'avais tout. Oui, parce que c'était dans ce milieu-là que vous évoluiez. Mais oui! C'est ça, c'est ce qu'on valorisait chez On vous. m'a jamais dit qu'être belle, c'était un non, Oui, 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 c'est voilà. Et après d'ailleurs, tout à l'heure, quand on discutait, vous me disiez, dans ma famille, on ne valorisait pas la non, beauté physique, mais les efforts intellectuels. oui, ah oui, vous étiez 1er, à l'époque, mon Dieu, ça va faire rire peut-être les jeunes, mais il y avait la distribution des prix. C'est Donc ça, mais oui, très on officiel. allait, dans un grand cinéma qui s'appelait La Renaissance à Pointe-à-Pitre et puis il y avait la distribution des prix. Alors on était fiers, on avait des piles de livres Oui, c'est et vrai, ces moi je me images-là, souviens les oui. copines qui avaient 2-3 livres se faisaient gronder par leurs parents. Mhm, Comment, voilà. Donc moi c'est ce qu'on m'a inculpé, mhm. c'est resté. Heu heu, même si j'ai changé, je ne dis plus que la beauté c'est C'est rien, quoi. oui, C'est oui, voilà. on a toute envie d'être, belle, en tout cas plus belle qu'on ne se trouve, qu'on ne se voit, Oui, oui, voilà, oui. Et bon. puis la beauté est multiforme aussi, donc Ouh! pas convaincue, Ah Marie-Claude. non, pour les fa on raconte des choses, mais bon, c'est choquant, mais c'est comme ça. Il y a des émissions d'ailleurs montrant que quand vous êtes beau, il y a certaines choses que vous avez plus Certaines portes qui facilement. sont plus facilement ouvertes. Mais bien sûr. Alors justement, sur cet aspect qui nous amène presque naturellement aux préjugés peut-être, alors pas simplement sur la beauté physique, mais que vous avez pu rencontrer lors de votre parcours. Quels ont été d'ailleurs les préjugés qui sont revenus le plus et comment est-ce que vous avez réussi à y faire face? Oui.
Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui j'escalade si je peux escalader, mais D'accord. je Donc réfléchis pour lucide. je réfléchis pour savoir comment je peux contourner l'obstacle. Et ce qu'il y a de bien, et que ça, c'est mon éducation, jamais je n'ai imaginé dans ma vie, quelles que soient les circonstances, que je pouvais ne pas réussir à contourner l'obstacle. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. D'accord. Non, je mettais le temps. Je suis quelqu'un qui sait attendre. Vous êtes Je mets le temps. patiente. Et puis la volonté, tu veux. Vous Donc savez, irrémédiablement, ah vous oui, dans ma poursuivez. carrière, j'ai pas forcément eu tout de suite les moyens. Par exemple, quand j'étais pigiste et que je parcourais, je sillonnais le monde, je savais très bien que je ne rentrais pas dans mes fonds, je raclais mes fonds de tiroir Mhm. pour partir, mais je savais très bien que je ne me remboursais pas. Il fallait payer le voyage, payer l'hôtel, voilà. Après, on vous payait le produit, puisque Fini. vous êtes pigiste, c'est-à-dire vous avez un CDD Mhm. et tout, même s'il est renouvelable et tout. Et donc, c'est ça, c'est le, le fait de savoir, c'est ce que mon éducation m'a donné. C'est une espèce de force, voilà. Et il y a une autre chose, ça c'est dû autant à l'éducation que ce qu'on vivait à l'époque, il y avait le racisme. Donc Mhm. moi, c'est très important parce que je me suis rendu compte que ça avait fait une différence. Je suis partie après mon bac. Oui. Et je suis restée en France très, très longtemps parce que j'ai commencé à travailler là. Les Antillais, à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, on était très solidaires. D'accord. Moi, je me suis à Radio France Internationale. Je ne sais même pas il y avait les Antillais, mais il y avait aussi les Noirs. Je me Mhm. souviens, il y avait un Angolais avec qui on discutait beaucoup parce qu'il était dans le département d'à côté. Un Angolais, j'ai travaillé avec les Sud-Africains et tout. Et il y avait une solidarité. Ça, j'ai connu ça. Bon, j'avais fait la connaissance de Maryse Condé, je soutenais Maryse, Un voilà. vrai soutien en fait entre, enfin, dans Ah la oui, diaspora. c'est-à-dire, il y a des gens qui, parce qu'ils sont antillais, un antillais réussi, entre guillemets, ils vont tout faire pour le démolir, lui donner des coups de bazooka sur la tête. Mhm. Moi, c'est l'inverse. Quand je vois un antillais réussir, je sais pas, ça me dope, je suis contente parce que ça me donne l'impression que moi aussi je peux y arriver. Donc, j'avais des schémas qui étaient un peu inversés et ça, c'est dû au fait je pense que j'ai vécu là-bas. Oui, vécu peut-être dans un autre Dans un contexte que autre le contexte. contexte Donc la strictement guerre, iléen. nos guerres intestines, là, ça m'intéresse même pas. OK. Et je sais, parce que vous le racontez, que quand vous êtes à RFI, journaliste, vous candidatez pour être correspondante pour le Washington Post, Non, pour Washington. le RFI créait un poste Washington, de correspondant à Washington. Voilà. et que vous avez sur le papier en tout cas toutes les qualités requises, le parcours qu'il faut, etc. Et la sentence tombe, vous n'êtes pas recruté pour le poste. Voilà. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Mal. D'ailleurs, je suis partie. Il y avait, bon, c'est vrai, parce qu'ils ont joué là-dessus. J'étais partie en vacances, c'était mes vacances en décembre. J'étais partie en vacances aux Antilles et on a prétexté que j'avais posé ma candidature après d'autres. Comment voulez-vous? Je suis au service économique. C'était l'époque où on parlait de la dette. Les sujets traités depuis Washington étaient beaucoup économiques. Mhm. Les relations avec le Japon, les relations avec le tiers-monde et tout, la dette du tiers-monde et tout. C'était ça. C'était ma spécialité. En plus, j'étais bilingue. J'avais fait 9 ans de journalisme anglo-saxon avant. Mhm. C'est-à-dire que à Radio France Internationale, avant d'être au service français, j'étais au service anglais. Mhm. 9 ans. C'est-à-dire que mes sources étaient anglaises. C'était les journaux anglais, les interviews en anglais. Là, je diffusais vers l'Afrique anglophone, vers les pays anglophones. Et donc, Vous aviez quand même ce background, cette expérience oui, reconnue. oui, voilà. Et donc, j'avais l'anglais, j'étais bilingue, donc, par rapport à d'autres. J'étais au service économique, c'était de ça qu'on parlait le plus depuis Washington. Je- Pour moi, tant pis si on me juge prétentieuse, ça ne fait rien. C'est à moi que devait revenir le poste. J'étais la mieux placée. Mhm. Bon, c'est pas moi qui En dis fonction ça. d'un Le parcours rédacteur aussi. en chef
On lui a demandé son avis, il a dit moi. Celui qui quittait le poste de chef de service et dont j'étais l'adjointe, il a dit Marie-Claude. Qui voyez-vous pour vous remplacer? Il dit le directeur, il dit Marie-Claude. Le rédacteur, c'est Marie-Claude. Il se trouve qu'il y a dans le service quelqu'un qui a les bras longs, Mhm. c'était des appels à l'extérieur, etc. Et j'apprends que le directeur de l'information, à la réunion où on devait décider qui De qui prendrait le serait poste, affecté, il oui. dit j'ai 2 candidats. Il ne pouvait pas avoir 2 candidats. Il pouvait pas avoir 2 candidats puisque l'autre n'était pas aussi bien placé que moi. Et en plus, j'estimais qu'il ne connaissait rien à l'économie. Alors, moi, je n'allais pas travailler sur les autres. Alors, valoriser quelqu'un. Je fais le boulot. J'étais aussi, comment dirais-je, responsable du premier magazine économique de RFI, Challenge. Mhm. Et, donc, qui a duré quelques années. Donc, j'avais cet atout en plus. Le chef Toutes du les service. cases, toutes les cases étaient cochées. Oui, et le chef du service anglais, on lui demande son avis, il dit qui voyez-vous pour remplacer? Marie-Claude. Il a 2 candidats. Je dis jamais de la vie, jamais de la vie. Et comment vous expliquez que vous n'ayez pas, malgré tout cela, été retenu pour ce poste-là? Parce que je vous dirais, c'est très simple. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts à avoir c'est une vision un peu tronquée de ce qui se passe. Ils pensaient que ils ne pouvaient pas nommer une Antillaise. D'accord, à ce poste-là. Déjà nommer une Antillaise chef de service, c'était bon, voilà, mais correspondante à Washington, alors que les Américains, les confrères américains me disaient, mais une femme noire à Washington, correspondante d'un organe de presse, ça c'est un atout pour l'organe. Ah, c'est ça que me disaient des Les collègues personnes sur américains. place. Blancs, noirs et blancs. D'accord, d'accord, Alors d'accord. bon, et tout, mais la France n'était pas prête Mhm, à mhm. avoir une correspondante. On peut inventer tous les prétendus. Alors, j'en parle justement à un confrère avec qui je m'entendais très bien, un confrère martiniquais, à RFI. Mais non, Marie-Claude, mais non, c'est pas le racisme. C'est quand tu comprends, tu es mère de famille, et on a pris quelqu'un qui était libre, et on s'est dit qu'elle serait plus disponible, etc. J'ai dit, Foutaise. mon œil. Marie-Claude, merci pour cette discussion. On va essayer de mieux vous connaître avec des petites questions qu'on vous réserve dans la rubrique Tac au tac. Les Itata, vous connaissez le concept, des questions posées du tac au tac et notre invité y répond. Marie-Claude, vous êtes prête? Je suis prête. Comment vous pourriez décrire votre parcours en 3 mots? Oh, ça, volonté, ténacité, ça se rejoint un peu et voilà, volonté, j'ai 2 mots, volonté, ténacité, Ça nous va. Quel est le mot que vous utilisez selon vous trop souvent? humilité. Parce que je trouve que dans notre métier, on a souvent très facilement la grosse tête. Alors, notre métier apprend justement l'humilité et j'ai toujours dans toutes les discussions, j'emploie le mot humilité. Il faut être humble. Il faut pas paraître, faut pas donner l'impression qu'on est, ce que je ne suis pas d'ailleurs, prétentieuse ou voilà, il faut être humble. D'ailleurs, le journalisme apprend ça, à être humble. Et là, vous devancez presque ma prochaine question. J'allais vous demander quelle est la qualité indispensable pour être un bon journaliste selon vous? Ou sans doute, l'adaptabilité et de plus en plus, je pense que avoir une solide culture générale est indispensable. Je peux frimer, je peux aller justement venir sur votre plateau, bon, frimer, mais dans le fond, quand il faut analyser une situation, ça, il y a pas. Il faut Oui, être voilà, on ne peut pas faire costaud semblant. derrière. Ah oui, absolument. Et quelle est la question, et je finirai là-dessus, que vous adoriez poser en tant que journaliste, si vous deviez en choisir une seule? Poser une question à qui? Aux invités, peut-être du monde économique que vous receviez, que vous Oui, croisiez? la question que je pose est: «Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que D'accord, j'intéresse les gens?» Parce que OK. je peux faire des et puis, oh, si j'avais entendu les gens dire: «On est mort d'ennui», mais il faut savoir que, ça je tiens à le dire, à le souligner, ce si qui m'a Galvanisé? oui, c'est le public.
Ah, le contact. Ah oui, le public, c'est parce que les gens me disaient que ça les intéressait. C'est ça, c'est pas moi, c'est pas parce que j'ai les pieds plats ou les oreilles décollées que là, on m'aimait pour ce que je faisais. C'est ça que je Le veux, concret, en c'est ça. fait. Le reste n'a aucune importance. Qu'on me, je sais pas moi, qu'on me trouve, je sais pas, belle ou laide, c'est pas ça. Le problème, c'est j'ai fait quelque chose. Je l'ai fait pourquoi? Pour intéresser les gens, puisque je dis que l'un des aspects essentiels, c'est de transmettre quelque chose. Mhm. J'ai appris. Donc, est-ce que j'ai réussi à faire ça? Eh bien, j'ai eu tellement de témoignages qui vont dans ce sens que, vous savez, le reste n'est pas. Mission accomplie, du coup. Non, je ne dirais pas ça. On est toujours. Et puis, journaliste, jusqu'à présent, je me rends compte, il y en a toujours en quête. Ou alors, c'est mon tempérament, je ne sais pas. Mais je suis toujours en quête de quelque chose. J'ai toujours besoin de challenge. Je n'aime pas les choses faciles. J'ai toujours besoin de, d'essayer de surmonter quelque chose. J'aime les challenges. Et toute ma vie professionnelle, finalement, ça a été ça. Oui, c'est vrai que ce mot-là décrit très très bien votre Oui, parcours, en oui. effet. Et Et j'aimerais terminer, Marie-Claude, en vous demandant ce que vous aimeriez dire à la jeune fille qui est partie faire ses études dans l'Hexagone. Euh, si vous pouviez lui parler, vous lui diriez quoi aujourd'hui? je dirais, pourquoi avoir choisi l'Hexagone? Pourquoi pas choisir euh, notre région? Enfin, je sais pas, nos pays, notre Oh! région. Voilà, parce que moi, je me suis rendu compte que il n'y a pas de reconnaissance plus plus valorisante, plus éclatante, plus positive que celle des gens de chez soi. J'ai été très contente d'avoir fait l'international, je l'ai dit, hein, je ne renie pas. Absolument. Radio France Internationale, BBC, j'ai appris à travailler, et puis ce sont des gens qui, j'ai pas eu le poste de correspondante à Washington, mais qui m'ont ouvert d'autres portes. Mhm. Et tout, donc voilà, et j'avais besoin de ça aussi pour ma crédibilité. J'allais pas arriver aller sur un plateau de télé, ils m'ont donné l'opportunité de cogiter. C'est ça. Donc, bon, Et vous êtes heureuse aujourd'hui? oui, je suis une grand-maman heureuse. Ah, c'est beau, c'est ce qu'on aime entendre. Merci Marie-Claude pour cet échange. Merci infiniment d'avoir été notre invitée. Et vous avez parlé tout à l'heure de choses auxquelles vous pensez pour écrire, etc. J'espère que vous pourrez venir nous les faire découvrir sur le plateau d'Auprès des Pages. Ah, je serais ravie. Ah, et nous donc. Merci Merci de beaucoup. m'avoir invité, merci de Avec m'avoir grand donné plaisir. cette opportunité de dialoguer. Avec grand plaisir. Quant à vous, les Itata, je vous dis à très bientôt. J'espère que notre émission vous a plu. Et n'oubliez pas, lisez.